Bon bah Philippe, d'abord, merci, hein, parce que c'est quand même à toi qu'on le doit. Et puis je suis très heureux d'être là avec Mirella pour la session sur la neuro. Et puis encore plein de choses à faire à l'avenir dans le club ECMO ou ailleurs. D'accord? Alors, moi je me présente, je suis le docteur Alacoque. Ouais, vas-y. Alors... c'est ça, merde de sécurité. Je suis le docteur Alacoque. En fait, je travaille au CHU de Toulouse. Je suis anesthésiste réanimateur pour la chirurgie cardiaque des cardiopathies congénitales. Je ne fais pas que de l'anesthésie de la chirurgie cardiaque. Pour l'anesthésie des chirurgies cardiaques congénitales, puisque je fais de l'anesthésie pédiatrique aussi de temps en temps, parce qu'en fait on fait face à un nadir d'anesthésistes. On peut éteindre une rangée de spots ou en fait non, c'est comme ça? Ça a été bien pensé ça? Ouais, enfin là vous allez dormir, non? Je vais essayer d'être un peu dynamique alors. Voilà. Alors ce qui m'a amené dans les cardiopathies congénitales, c'était que en fait c'était un peu challenging. Parce qu'avant, en fait, je suis issu d'un domaine des sciences neurologiques. J'ai commencé une thèse en neurophysio, neuropsychologie. J'étais très longtemps, en fait, le médecin responsable de l'unité de neurotraumatisme à Toulouse. Et donc, en fait, ça m'a amené à m'intéresser particulièrement aux disciplines neurologiques. Et je me suis aperçu en arrivant dans les cardiopathies congénitales que on était très très fort, on était très très fiers de réparer des cœurs, mais qu'il y avait quelque chose qui passait un peu en second plan et qui maintenant est un peu au devant de la scène, c'est les lésions neurologiques qu'on induisait dans la prise en charge des cardiopathies congénitales. Donc en fait maintenant il y a énormément de littérature qui en parle et on a tendance à se refocaliser sur l'élément noble derrière le cœur, c'est le cerveau. Donc il me semblait intéressant en fait dans les deux topos de commencer par la physio-physiopathe de la neurologie ou de la lésion neurologique parce que en fait de façon intrinsèque si vous voulez faire du monitoring il faut comprendre ce que vous monitorez. Donc en fait on va commencer par des généralités et des définitions. Le cerveau, c'est l'organe de la vie et de relation. Son bon fonctionnement passe par un métabolisme aérobie qui nécessite un apport artériel régulier et suffisant en oxygène et en glucose. Le débit sanguin cérébral, c'est 50 à 52 ml par 100 g de tissu cérébral et par minute. Ça représente en fait, c'est pas des choses à retenir, mais ça représente surtout un débit, 15% du débit cardiaque et 20% de la consommation totale en oxygène et à peu près 100 mg de glucose par minute. Donc forcément, en fait, si on stoppe le flux nutritif du neurone, on tombe sur l'ischémie cérébrale, qui est définie comme une situation pathologique dans laquelle le débit sanguin cérébral est diminué, voire nul. Et la diminution du débit sanguin artériel cérébral s'accompagne d'une baisse parallèle de l'apport en oxygène et en glucose. Le problème, c'est que comme le métabolisme du cerveau est un métabolisme terminal, en fait, qui vit directement sur l'apport, qui n'a absolument pas de réserve, l'ischémie cérébrale va tout de suite s'accompagner d'une anoxie cérébrale. Donc en fait, on peut classifier les ischémies ou les lésions cérébrales qu'on va retrouver dans toute la prise en charge des cardiopathies congénitales de la façon suivante. En fait, on peut avoir une ischémie cérébrale initiale, après on a une extension de durée et des conséquences. Elle peut être soit focale, soit... alors si on prend le côté focal, ça peut être une thrombose, des emboles, ça peut être hémorragique. On peut avoir dans la durée soit une souffrance et des accidents ischémiques transitoires qui vont en fait récupérer, soit en fait une lésion qui va donner sur des accidents ischémiques constitués. Si l'extension est globale, alors par exemple en fait c'est les conditions de perfusion durant la CEC qui font que il y a un découplage entre le débit sanguin cérébral et donc l'apport de nutriments et puis la consommation. En fait il peut y avoir selon la durée une souffrance et une syncope ou alors en fait une lésion et un coma en fait qu'on va retrouver
après la prise en charge et après la chirurgie, des comas et des encéphalopathies. Alors la circulation cérébrale en anatomie, ça donne quoi? Ça donne en fait, il y a 4 axes artériels, il y a le système antérieur avec 2 carotides internes, et il y a 2 artères vertébrales dans le système postérieur, il y a un système veineux superficiel profond et le sinus veineux longitudinal, ainsi que la veine jugulaire interne. Les particularités de la circulation cérébrale, c'est surtout que c'est une circulation terminale. Donc en fait, la circulation cérébrale est avant tout nutritionnelle. Elle transporte aussi des messages vers les organes périphériques. Elle est contenue à l'intérieur d'un réceptacle osseux inextensible, ce qui va poser des problèmes en fait quand les sutures sont fusionnées, puisqu'en fait il ne va pas y avoir de vase d'expansion de tout processus intracrânien. C'est une circulation terminale sensible à toute diminution de la perfusion locale ou globale. Et puis cette fragilité est compensée par un système de suppléments anastomotiques situé à plusieurs niveaux. Alors ça, c'est peut-être moins une notion que vous avez. La suppléance anastomotique, en fait, il y a des niveaux anastomotiques, parce que ce sont des artères terminales, mais qui, en fait, ont tendance à retrouver un des piliers des 4 axes par des anastomoses, soit, en fait, entre les systèmes carotidiens internes et externes. C'est en fait l'artère angulaire qui est au niveau de l'orbite, soit entre les artères de la base du crâne, c'est le polygone de Willis, soit entre les territoires profonds et superficiels d'une même artère, notamment en fait dans le territoire sylvien, et entre les différents territoires artériels adjacents. Alors bon, ça ce ne sont que des mots, mais sur un schéma ça donne ça, c'est-à-dire que en fait vous voyez très bien sur ce schéma que l'anastomose entre la carotide interne et puis en fait la carotide externe et la carotide interne se fait au niveau de l'anastomose de l'angle de l'œil, et puis en fait il y a le polygone de Willis entre le territoire antérieur et le territoire postérieur. L'intérêt c'est qu'en fait si on sait diagnostiquer, si on sait monitoriser les flux dans ces artères, on sait exactement comment fonctionne le système nerveux central. Alors par exemple, là c'est un exemple simple, c'est que en fait vous avez normalement un flux qui passe par l'artère, par la carotide interne et qui ressort par la carotide externe au niveau de l'angle de l'œil. C'est un flux qui est sortant. Si en fait il y a un processus intracrânien, soit une thrombose, soit en fait une hypertension intracrânienne, etc., vous allez voir que le flux va s'inverser et il va y avoir un réseau de suppléance par la carotide externe et l'angle de l'œil. Donc si vous monitorisez le Doppler au niveau de l'angle de l'œil, vous allez avoir en fait déjà des arguments ou des faisceaux de diagnostic pour comment l'encéphale est perfusé. On ne va pas s'étendre sur le polygone de Willis, parce que vous connaissez tous le principe du polygone de Willis. Vous savez qu'il y a des variantes anatomiques, et puis que, en fait, en faisant de l'imagerie avec injection de produits contraste, eh ben, on peut faire une cartographie très précise de ce polygone de suppléance entre les territoires postérieurs et les territoires antérieurs. Vous voyez ici que, en fait, c'est une variation anatomique où, en fait, il manque une liaison entre la carotide interne et puis l'artère cérébrale moyenne. Alors les systèmes anatomotiques, en fait, qui sont les anastomoses distales entre territoires vasculaires, ça, en fait, c'est un peu moins décrit, mais c'est représenté ici, c'est-à-dire qu'en fait, les artères vont arriver à des portions terminales, et ces portions terminales, en fait, vont, par des espèces de petites artérioles, communiquer les unes avec les autres. Alors forcément, vous voyez que les diamètres de perfusion sont beaucoup plus gros au niveau de la portion initiale, et que, en fait, pour aller... Alors ça, c'est l'artère qui suit le corps calleux, qu'on retrouve ici. C'est en pointillé parce que c'est derrière, c'est dans le sillon, et ça redescend dans le sillon. Vous voyez que en fait les réseaux anastomotiques sont en fait juste derrière la courbure dans le sillon interhémisphérique au niveau sagittal, et qu'au niveau profond en fait ils sont à côté. Alors vous voyez les différentes régions anatomiques perfusées par les différentes artères terminales du cerveau, et les réseaux d'anastomose distale en fait sont très très proches des thalamies et pas très très loin en fait des ventricules latéraux. Alors pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte ça? C'est que à ce niveau-là, les réseaux de suppléance sont les artères les plus grêles et les plus fines,
et que en fait forcément s'il y a une diminution de la pression de perfusion ou du débit sanguin cérébral, et ben l'amputation de la perfusion va se faire à ce niveau au niveau de ces réseaux anastomotiques, notamment quand en fait on parle d'ischémie globale, quand il y a une diminution du débit cardiaque ou en fait de la pression de perfusion ou du débit de perfusion dû à la circulation extracorporelle. Ce qui fait qu'en fait il va y avoir une espèce de corrélation entre ces réseaux d'anastomose distale et puis en fait les lésions qu'on va pouvoir voir en post-opératoire de chirurgie ou en post-pompe quand la pompe a été un peu difficile à gérer. Alors ça c'est juste pour information puisqu'en fait on va aller jusqu'au bout. Vous voyez qu'en fait les structures des artères cérébrales sont différentes selon le calibre et que aussi bien au niveau de la portion proximale, on retrouve les différentes couches auxquelles vous êtes habitués, l'adventice, la média et l'intima, mais quand on arrive en fait plus profondément dans le cerveau et qu'on se retrouve au contact de la substance blanche et des neurones, et ben là en fait on voit arriver en fait une structure spéciale des artères qui sont une structure avec une couche unicellulaire mais qui sont entourées de pieds astrocytaires et de péricytes qui forment en fait la barrière hémato-encéphalique. C'est cette barrière en fait, qui va être très importante dans les mécanismes de lésion et de réaction par rapport au stress ischémique et anoxique. Bon, ça c'est une autre façon de la voir, la barrière hémato-encéphalique, avec une jonction, enfin une connexion très serrée entre le vaisseau lui-même et puis le péricyte et l'astrocyte. Alors la circulation cérébrale. Quand on parle du métabolisme cérébral, eh ben, en fait, classiquement, le métabolisme cérébral est aérobie, puisqu'en fait, il n'a pas de réserve et il a besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner correctement. Alors, il faut voir que vous avez un rendement qui est complètement différent si vous avez un métabolisme aérobie, puisqu'en fait le glucose est dégradé au niveau des mitochondries, cette voie fournit 36 molécules d'ATP, alors qu'en fait au niveau anaérobie, il y a production de lactate et de 3 molécules d'ATP, donc en fait c'est 12 fois moins. Alors pourquoi est-ce que en fait on parle d'ATP? C'est que l'ATP est indispensable pour faire fonctionner la pompe NACA-ATPase. C'est celle qui permet en fait de maintenir les échanges de membranes et donc en fait la physiologie cellulaire et donc en fait la connexion entre les neurones par le biais des potentiels d'action, des dépolarisations de membranes, etc. Donc sans ATP, a priori il n'y a plus de fonctionnement, il n'y a plus de métabolisme et il n'y a plus de fonction. Et c'est en fait là-dessus que agissent les anesthésiques généraux, puisqu'ils ont une inhibition compétitive dans le récepteur de membrane, et ils interagissent avec le couplage jusqu'à cette pompe NACA-ATPase. L'intérêt des anesthésiques généraux, c'est qu'en fait c'est réversible. C'est qu'en fait on peut bloquer cette pompe, et puis après revenir en arrière. Dans un processus pathologique, notamment en fait anoxo-ischémique, en fait c'est irréversible. Alors, le neurone n'est jamais en contact direct avec le capillaire. Lors d'une activation prolongée, le neurone va essayer d'utiliser autre chose que l'oxygène et le glucose, un métabolite qui est disponible directement sur place, c'est le lactate. Et le lactate est fourni en fait par les astrocytes qui sont voisins en fait aux neurones et qui font un peu le rôle de support énergétique et support métabolique du neurone. C'est un peu, si vous avez fait de la physiologie musculaire, comme la contraction musculaire et la créatine phosphokinase qu'on utilise à la phase initiale du travail, parce que c'est un métabolite énergétique qui est disponible sur place et qui est régénéré et qui est stocké dans le muscle. Là, en l'occurrence, il n'est pas stocké dans le neurone, il est stocké dans l'astrocyte qui est à côté. On parle en fait, de navette astrocyte-neurone pour le lactate. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, il y a d'une part, c'est dû à l'interconnexion très précise et très
intime entre l'astrocyte et le neurone. L'astrocyte va, lui, de son côté, utiliser le glucose et en fait, par son artillerie enzymatique, produire du lactate qu'il va mettre à disposition en fait, du neurone. Et le neurone, lui, va, par son artillerie métabolique, pouvoir utiliser ce lactate pour, en fait, produire de l'ATP. Il a aussi la possibilité de le faire avec du glucose, mais c'est pas immédiat, c'est plus long et ça lui coûte plus. Donc en fait, c'est pour ça que quand il va être stimulé ou il va avoir à fournir à réagir contre une certaine hyperstimulation ou une stimulation qui est longue, il va avoir tendance de façon préférentielle à utiliser du lactate. Alors dans quelle maladie pensez-vous qu'il y a une diminution du lactate dans le tissu cérébral? Une maladie qui est super à la mode et dont Bill Gates en a fait son fer de lance. Comme ça, la boucle est bouclée. La maladie d'Alzheimer, en fait. Il y a une dysfonction de cette navette et du taux global des lactates dans l'encéphale. Alors ça, c'était côté métabolique. La circulation est donc terminale. Le neurone, il a besoin d'oxygène et de glucose ou de lactate pour fonctionner. Si on arrête la délivrance, il y a une dysfonction, et si on continue cet arrêt, il y a même une mort cellulaire qui n'est pas localisée uniquement au neurone, qui peut aussi toucher des groupes qui sont après le neurone. Pour amener en fait ces métabolites, il y a une notion de débit sanguin cérébral, dont vous allez toujours entendre parler concernant en fait les disciplines de la neuroréanimation. Le débit sanguin cérébral, on peut le schématiser comme étant un rapport entre la pression de perfusion et les résistances hémodynamiques. Il est modifié en fait par la pression de perfusion, par la pression intracrânienne, les résistances hémodynamiques cérébrales et le rôle du compartiment veineux. Pourquoi en fait tous ces éléments rentrent en compte, et on a tendance en fait, quand on parle de la pression de perfusion cérébrale, à passer sous silence tous ces éléments ou tous ces cofacteurs. Et ben en fait, dans la pression de perfusion cérébrale, c'est la différence entre la pression d'entrée et la pression de sortie au niveau de la boîte crânienne. Ça, c'est voilà. Donc en fait, on peut dire que la pression de perfusion, c'est le delta P, c'est P entrée moins P sortie. Et on peut grosso modo la calculer comme la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression veineuse centrale. C'est pour ça qu'en fait cette différence de pression, elle est sous la dépendance de barorécepteurs aortiques et carotidiens qui vont en fait détecter la pression qui va être injectée dans le système, la PAM, et qui vont adapter les résistances vasculaires en fonction de cette PAM. La pression intracrânienne. Alors on avait en fait comme sous-facteur du débit sanguin cérébral la pression de perfusion, on a la pression intracrânienne. Pourquoi est-ce que la pression intracrânienne est importante? C'est qu'en fait elle va imprimer des résistances sur le débit sanguin cérébral, des résistances sur les capillaires et des résistances à l'écoulement. La pression intracrânienne, elle est comprise en ce sens que l'enceinte osseuse est rigide et inextensible et qu'il y a un équilibre de pression entre le liquide du liquide qui est à l'intérieur, céphalorachidien, et de la pression veineuse, et ça varie avec la position de la tête. L'œdème cérébral va avoir une influence sur le retour veineux, sur les accidents vasculaires et sur l'engagement. Cette pression intracrânienne, en fait, elle va varier. Elle varie en fonction de l'âge que l'on peut avoir. C'est vrai que les enfants qui ont des sutures qui ne sont pas fusionnées ont une pression intracrânienne qui est pratiquement nulle. On peut dire aussi que la pression intracrânienne en dessous de 10, elle n'est pas mesurable, ou du moins il y a de très très fortes erreurs quand on la mesure, et qu'une pression intracrânienne au-dessus de 20-25 est franchement pathologique. Mais tout processus extensif qui va être
qui va avoir lieu à l'intérieur de cette enceinte osseuse inextensible va avoir tendance à augmenter les résistances vasculaires cérébrales, donc diminuer le débit sanguin cérébral. Pour maintenir le débit sanguin cérébral, il va forcément falloir imposer une marche contre cette résistance, et donc ça va augmenter la pression d'entrée. Donc en fait, on en vient aux résistances hémodynamiques cérébrales, qui peut être calculé à l'inverse, puisque quelqu'un a fait de l'électricité, U égale RI, ou P est égal à UI, ou des trucs comme ça. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est loin, hein. Et ben, en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le débit sanguin cérébral multiplié par la résistance, c'est la pression de perfusion. Ou inversement, la résistance, c'est la pression de perfusion divisée par le débit sanguin cérébral. Si on fait une similitude, une analogie au au circuit électrique, R c'est comme la résistance en ohms, la pression de perfusion c'est la tension, et le débit sanguin cérébral c'est l'intensité. En fait, on peut extrapoler cette résistance à la pression artérielle moyenne sur le débit sanguin cérébral. Vous voyez que là, en fait, on peut l'extrapoler, puisque normalement, la pression de perfusion, c'est la pression artérielle moyenne moins la pression veineuse. Mais on dit que, on la néglige, et on peut l'extrapoler, parce que par rapport à la grandeur de la pression artérielle moyenne, la pression veineuse est négligeable. Donc en fait, les résistances, elles ont une certaine norme. La résistance cérébrale globale est faible. Mais il faut savoir qu'il y a quand même quelque chose qui va avoir de l'importance dans notre discipline, c'est la loi de Poiseuille. C'est une autre loi qui est en fait découplée de la loi des résistances, et qui dit que en fait, la loi de Poiseuille, la constante, c'est que, alors pi R4, c'est la géométrie des vaisseaux, delta P, on le retrouve ici, c'est la pression de perfusion, et c'est sur 8 état L. C'est une constante, c'est-à-dire que grosso modo, alors état, il faut que je vous dise ce que c'est que état, c'est la viscosité dynamique du fluide. Et qu'est-ce qui peut, en fait, dans nos disciplines, changer la viscosité dynamique du fluide? Qu'est-ce qui rend plus visqueux le sang, en fait, dans les cardiopathie congénitales? Pardon? Ouais, la polyglobulie, et en fait le fait que l'hématocrit soit très très haut, surtout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules par rapport au plasma qui circule. Le taux d'hémoglobine haut. Donc en fait, si on a des enfants qui ont une cardiopathie cyanogène, généralement, en fait, le sang va être beaucoup plus visqueux, et donc en fait, la résistance va être beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que si la résistance est plus grande, il va falloir, pour avoir le même débit sanguin cérébral, augmenter le delta P, la pression de perfusion, de façon proportionnelle. Vous voyez en quoi c'est important? Alors ça, j'ai mis ce schéma, c'est pour vous faire comprendre de façon intuitive l'analogie U est égal à RI. Les résistances qu'on applique au niveau du cerveau, la résistance vasculaire intracérébrale, vont diminuer la vitesse à laquelle le flux, la corde va bouger en fonction de la force qu'on va appliquer. U, c'est le delta P entre la pression artérielle moyenne et la pression veineuse centrale. Et I, c'est le débit sanguin cérébral. Vous voyez qu'en fait, les trois varient les unes avec les autres. Et que nous, dans les cardiopathies congénitales, on va avoir à faire face à beaucoup d'éléments perturbateurs dans ce débit sanguin cérébral. Donc en fait, si on prend l'équation finale, l'équation générale, eh ben, le débit sanguin cérébral, c'est la pression artérielle moyenne moins la PV sur les résistances vasculaires cérébrales qui vont évoluer en fonction de la pression intracrânienne, la viscosité sanguine, l'état anatomique du lit vasculaire, le tonus vasculaire cérébral, et qui sont eux-mêmes, enfin le tonus vasculaire cérébral est sous la régulation de l'autorégulation des facteurs humoraux et des facteurs nerveux. Donc vous voyez qu'en fait, c'est quand même une équation à multiples inconnus et à multiples degrés de liberté. Donc, pour ne pas faire de bêtises, quand on prend en charge des enfants ou même des adultes, hein, ça marche pour tout, il va quand même falloir essayer de normer ou de normaliser un certain nombre de ces paramètres. Donc, en fait,
Vous voyez que la dernière, c'est l'autorégulation, les facteurs humoraux et les facteurs nerveux. Il va forcément falloir, pour maintenir le débit sanguin cérébral, modifier la résistance vasculaire cérébrale et donc en fait adapter le tonus vasculaire cérébral. C'est ce qui est expliqué par l'autorégulation, la courbe d'autorégulation que tout le monde connaît. Qui c'est qui la connaît pas? Que je l'explique, d'accord. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que pour maintenir un débit sanguin cérébral, vous voyez qu'en fait vous avez le débit sanguin cérébral ici, et là vous avez la pression de perfusion, qui peut être à peu près évaluée par la pression artérielle moyenne. Le débit sanguin cérébral, pour un individu donné, c'est une constante. Alors je dis bien pour un individu donné, parce qu'il y a des individus qui ont des niveaux de régulation qui ne sont pas les mêmes. Et je reviendrai parce que j'ai un cas clinique à vous proposer pour ça d'ailleurs. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un plateau dans lequel l'autorégulation fonctionne et le débit sanguin cérébral est constant. C'est un plateau d'autorégulation. Et on dit classiquement que la pression de perfusion je dis bien pression de perfusion, j'ai dit une erreur tout à l'heure, entre 70 et 150 chez un adulte permet en fait d'avoir une autorégulation, enfin l'autorégulation va faire en sorte qu'entre 70 et 150 de pression de perfusion, eh ben, le débit sanguin cérébral sera toujours le même. En deçà, il va y avoir un problème, c'est-à-dire que les mécanismes d'autorégulation vont être dépassés et il va y avoir une dette de transport en oxygène à l'encéphale. Au-delà de cette pression de perfusion, au contraire, en fait, il va y avoir un échappement. Et le débit sanguin cérébral va être très très important, va monter de façon linéaire, et il va y avoir une perfusion fluoride, qui n'est pas forcément mieux, puisqu'en fait, il y aura des mécanismes d'agression cytotoxique dus à l'oxygène, aux médiateurs inflammatoires, et surtout à l'extravasation, en dehors des vaisseaux et en fait de la barrière hémato-encéphalique, de produits sanguins, notamment les leucocytes. Alors ça, c'est la physiologie normale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, en fait, a posteriori d'une lésion, ce qu'on peut voir, c'est une perte de l'autorégulation. Alors la perte de l'autorégulation, c'est qu'il y a une relation qui est linéaire entre le débit sanguin cérébral et la pression de perfusion. C'est-à-dire que plus on augmente la pression de perfusion, et plus le débit sanguin cérébral augmente. Cette perte d'autorégulation en fait signe qu'il y a eu une lésion très très intense du système nerveux central et donc en fait un processus qui risque d'être irrécupérable au niveau de la cicatrisation du tissu cérébral. L'autorégulation, c'est l'adaptation rapide et automatique du calibre des artères cérébrales en réponse aux variations de pression et de perfusion. Il y a 4 mécanismes qui régissent l'autorégulation. Myogène, c'est-à-dire en fait l'étirement du muscle lisse de la paroi artérielle qui provoque sa contraction. Il y a métabolique, c'est les variations locales de O2 et CO2, et les dilatations et contractions périodiques des artérioles. Le système nerveux autonome qui participe à la contraction rythmique des artérioles, et la participation de l'endothélium vasculaire, et notamment avec la médiation du monoxyde d'azote. Le shear stress de l'endothélium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, shear stress et myogène, ça va être excessivement dépendant du calcium. Et que vous voyez que, alors il va y avoir une autorégulation qui va être médiée par l'O2 et le CO2, et c'est ce qu'on utilise en fait en réanimation neurochirurgicale, c'est-à-dire qu'on a tendance à diminuer, enfin à normaliser le CO2 et l'oxygène pour être dans les meilleures conditions pour en fait faire de façon artificielle l'autorégulation uniquement avec la pression artérielle. Parce que si en fait on utilise l'équation avec les multiples degrés de liberté, et ben en fait on ne sait plus ce qu'on fait. Donc il faut forcément normaliser ou normer certains degrés de l'équation. C'est ce que l'on fait quand on lutte contre les axos. Je ne sais pas si ça vous parle, les axos. L'agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Et bien en fait, on norme ou on verrouille tous les degrés de liberté pour pouvoir avoir qu'une seule action, et généralement c'est avec la pression artérielle moyenne, et donc en fait avec la noradrénaline pour essayer de optimiser la pression de perfusion cérébrale. Mais vous voyez qu'en fait, dans cette autorégulation, et c'est un des points qui me fait rediscuter certains articles, il y a plusieurs modes de réactivité. Ce qui fait que, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'avais sorti un article
qui permettait de voir que l'autorégulation cérébrale n'était pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'il y avait des mécanismes cycliques, il y avait des mécanismes d'adaptation qui étaient rapides, des mécanismes d'adaptation qui étaient de moyenne latence et de longue latence. Et en fait, c'était l'ensemble de ces 4 mécanismes qui permettaient en fait de parler d'autorégulation cérébrale. Donc en fonction de comment est-ce qu'on analyse les signaux et comment est-ce qu'on analyse la boucle d'autorégulation, eh bien, on peut avoir des informations différentes. Mais donc vous voyez que les 4 sont impliqués et les 4 interviennent dans cette autorégulation. Alors par exemple, en fait, pour le système parasympathique et l'autorégulation, si vous avez une diminution de la pression de perfusion en bleu ou une augmentation de la pression de perfusion, eh ben, si on a une augmentation de la pression de perfusion par boucle réflexe, on va voir une stimulation de tout ce qui est la cascade parasympathique, et inversement, en fait, en hypotension, on va avoir une augmentation de la cascade sympathique. Le problème, et c'est là où ça se corse, c'est en physiologie, mais lorsque vous faites dormir un encéphale, vous interagissez avec ce système. Vous interagissez dans ce système. Déjà, je n'avais pas fait le tour. Est-ce que vous pouvez lever la main les anesthésistes réanimateurs? Ah oui, d'accord, il y a une grosse partie d'anesthésistes réanimateurs. Les pédiatres, donc en fait avec cardiologue, réanimateur, pédiatre, d'accord. Et les chirurgiens. Ah, enchanté, il y a toujours un chirurgien qui se balade dans les promos. Donc c'est très honoré qu'en fait on ait un confrère chirurgien qui vienne s'intéresser à ça. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? J'en étais où? Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on en était là. Les anesthésistes le savent bien, en fait. Quand on fait dormir un encéphale avec un narcotique, on le fait des couches les plus superficielles et les plus récentes dans la phylogenèse, c'est-à-dire en fait le néocortex. Après, en fait, on descend au niveau des noyaux gris centraux, puis après au niveau du tronc cérébral. Si on fait dormir de façon très très intense un encéphale, eh ben, on va sidérer les noyaux du tronc cérébral. On sidère les noyaux du tronc cérébral, on fait une dysautonomie neurovégétative. Et donc en fait, on met à mal cette autorégulation. Donc en fait, quand on prend en charge un cérébro lésé ou un cérébro agressé, on va le faire dormir de façon très très intense pour mettre en économie le tissu cérébral. Et pourquoi est-ce qu'on le met en économie? C'est que, comme je vous l'avais dit juste avant, c'est une perfusion qui est terminale. Il n'a pas de réserve, il consomme de l'oxygène. Et s'il consomme trop d'oxygène par rapport au transport, eh ben, en fait, on va avoir une nécrose cellulaire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui intimer l'ordre de se mettre au repos et d'avoir une consommation à 0. Donc généralement, on utilise des narcotiques qui sont très très puissants. Mais en utilisant ça, des narcotiques très très puissants, on va faire dormir aussi les centres de régulation de l'attention. Et en faisant dormir les centres de régulation de l'attention, on n'assure pas le débit sanguin cérébral. Donc en fait, il va falloir le monitoriser et donc en fait prendre la boucle de régulation, mais par l'extérieur, quoi. Donc ça, c'est en fait pour résumer l'ensemble de ce que je viens de vous expliquer. Je voulais introduire, avant de clore ce chapitre, le principe de diaschisis. Je ne suis pas sûr que vous soyez tout à fait familier avec ce terme. C'est juste qu'en fait, par exemple, si on fait une nécrose au niveau d'une zone, il est possible que les zones qui soient en fait sous l'influence de ces neurones, eh ben, dysfonctionnent à leur tour. Donc en fait, la lésion est relativement isolée, mais vous allez avoir des dysfonctions qui vont être étagées dans tout le cerveau. Alors par exemple, là, c'était en fait une aire pariétale. Il va y avoir une dysfonction de l'aire thalamique et puis du cervelet, par exemple, médié par le tronc. Et en fait, il va y avoir un diaschisis, c'est-à-dire une dysfonction des neurones qui sont en aval de cette zone, qui vont être justement en fait intimés par le fait que la zone qui commande va être complètement éteinte ou complètement dysfonctionnelle. C'est ce qui est marqué en fait sur cette imagerie cérébrale fonctionnelle. Enfin, c'est pas très très probant sur celle-là, mais vous voyez qu'en fait, par exemple, au niveau, vous avez une dysfonction. Alors ça, c'est généralement des images, ça c'est de l'IRM, mais ça c'est l'image de tomodensitométrie par émission de positons. Avec un flux d'eau marqué ou de glucose marqué. Et donc vous voyez exactement les cellules qui consomment de l'oxygène. C'est un peu la consommation régionale en oxygène. Vous voyez qu'en fait il y a une lésion au niveau pariétal,
12 heures après le début. Et après, c'est 12 jours après le début. La lésion pariétale va avoir tendance à récupérer, mais vous voyez qu'il y a une asymétrie au niveau, par exemple, du cervelet, puisque très probablement, en fait, il y a une aire du cervelet qui est médiée par l'intermédiaire du tronc, avec des connexions en fait cortico-ponto-cérébelleuses. Et donc, en fait, il y a une asymétrie entre le métabolisme d'un des lobes du cervelet. Alors il faut savoir que là ça décusse et ça croise au niveau du tronc cérébral, donc c'est controlatéral. Et le diaskisis, on le voit en fait directement à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. 12 jours après le début, il y a une récupération de la zone d'ischémie, mais en fait il n'y a pas de récupération au niveau du diaskisis. Donc ce qui peut expliquer que quelquefois l'imagerie et le monitoring cérébral soient vraiment très compliqués et soient pas forcément probantes, ou ça dépend comment est-ce qu'on l'envisage. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités de la circulation de la physiologie cérébrale chez l'enfant? Eh bien, en fait, l'autorégulation du débit sanguin cérébral tel qu'on l'a vu, ça c'est pour l'adulte. Alors là, vous voyez, c'est la pression de perfusion cérébrale, entre 50 et 150, chez un adulte sain. Quand on a... alors, l'autorégulation permet justement, en fait, par médiation du système nerveux autonome et de la géométrie des vaisseaux et de la gestion de la résistance intracérébrale, d'avoir un maximum de dilatation au niveau des endroits où en fait on a besoin d'oxygène, puisque en faisant un maximum de dilatation, on a une réserve en métabolites face aux neurones qui est plus grande. Et le maximum de vasoconstriction, c'est quand en fait on a un hyperflow, et donc en fait on veut éviter qu'il y ait trop de métabolites ou il y ait trop de sang qui soit en face. Et la zone d'autorégulation permet d'avoir une géométrie variable. Ça c'est chez l'adulte sain. L'autorégulation est abolie, ça vous connaissez. Mais chez l'enfant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant sain a un débit sanguin cérébral qui est supérieur à celui de l'adulte. Et que en fait, l'autorégulation se met en place pour des niveaux beaucoup plus bas de pression de perfusion. Alors quand on parle de pression de perfusion cérébrale, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on la calcule? C'est la pression artérielle moyenne moins la pique. Alors, ce qui est assez logique, parce qu'en fait, chez un adulte, la pique, elle est entre 10 et 15. Chez un enfant, la pique, elle est pratiquement à 0. Donc, la pression de perfusion, de régulation, est forcément décalée vers le bas. Et ça, c'est dû au fait que les sutures ne sont pas fermées et qu'il y a une espèce de vase d'expansion entre les... Enfin, pour permettre d'absorber les modifications de volume. Alors la pédiatrie c'est vaste, parce qu'en fait vous prenez en charge des cardiopathies congénitales, vous prenez les 1,5 kg qui sortent à J0 à la naissance jusqu'aux 150 kg qui sont des gouttes qui ont mal vécu. La pression de perfusion cérébrale en fait en fonction de l'âge varie. Le nouveau-né il a une pression de perfusion cérébrale qui est aux alentours de 25, un enfant c'est aux alentours de 40 et un adolescent c'est 60-70. Alors il n'y a pas de littérature pour notre thématique spécifique pour le moment. Toute la littérature que j'ai pu trouver, c'est la littérature qui est liée au neurotrauma. C'est comment est-ce qu'on réanime un cerveau, comment est-ce qu'on protège un cerveau, comment est-ce qu'on fait qu'une lésion initiale ne devienne pas catastrophique et s'étende pas. Donc en fait, ce qui recommande dans le traumatisme crânien, c'est que en fait, un minimum de pression de perfusion cérébrale de 40 mm de mercure doit être en fait le seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre. Ça peut être en fait transposé pour la gestion de nos circulations extracorporelles. C'est-à-dire que il est licite, ou du moins il est dangereux de flirter avec des pressions artérielles moyennes en dessous de 40 lors de... Ouais. C'est quoi l'âge? Les 14 d'âge qui vont passer comme enfant? L'âge, en fait c'est les toddlers, c'est pas les nouveau-nés en fait, c'est 4 à 6 ans. On parle de pic négatif, mais à partir de la fermeture des fontanelles, donc on aura sûrement une pique. C'est ça, non? Pardon?
pour la pique qui est négative. Non, elle n'est pas négative la pique. Hein. Sauf si en fait tu mets la tête en l'air et qu'à ce moment-là en fait tu as une colonne vasculaire qui tire dessus, mais en fait elle est jamais négative la pique. Elle est entre 0 et 5, elle est à, disons à 5. Mais en dessous de 10, on a des imprécisions de mesure de toute façon, donc on ne peut pas se baser sur la valeur qu'on mesure avec les capteurs qu'on a actuellement. Et c'était quoi ta question? Je suis désolé. Juste parce qu'elle est basse, parce qu'on a toujours les fontanelles qui sont ouvertes, mais à partir de la fermeture... Et bien après, c'est exactement ce qu'on voit en fait chez l'enfant de manière générale. C'est-à-dire que plus il se rapproche d'une physiologie d'adulte, et plus en fait il faut qu'on fasse un copier-coller avec ce qu'on connaît chez l'adulte. C'est-à-dire que dès lors que les fermetures, il y a une fermeture des fontanelles, on retrouve la physiologie cérébrale d'un adulte. L'ischémie cérébrale. Alors l'ischémie, c'est la baisse du flux sanguin cérébral induisant une diminution de l'apport d'O2 et de glucose. Ça, c'est la base. Il y a une diminution puis un arrêt de l'activité électrique neuronale. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans le deuxième topo pour les différents types de monitoring. Diminution de l'arrêt de l'activité électrique neuronale, un défaut de synthèse d'ATP, et puis une altération des mitochondries du cycle de Krebs. Donc en fait, il y a un problème, il y a un découplage entre le transport et la consommation en oxygène. Et donc en fait, si le flux ne se rétablit pas, se rétablit rapidement, ça va être un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une certaine réversibilité, ce qu'on retrouve en fait dans la notion de la prise en charge de toute cardiopathie congénitale depuis la naissance jusqu'en fait la fin des Gooch. C'est que si on fait des lésions ischémiques qui sont ponctuelles, mais qui sont vite, enfin, qu'on monitore et en fait on laisse récupérer, on ne va pas avoir de lésions constituées. En revanche, si c'est des trucs qui passent inaperçus, qui perdurent, qui sont fixés, et ben à ce moment-là, on a un infarctus constitué, ou alors on a en fait une ischémie globale, et à ce moment-là, en fait, ça ne va pas être récupérable. D'où la dualité entre AIT et AIC. Alors, au-delà d'une limite basse d'autorégulation, les mécanismes de protection contre le déficit d'apport en oxygène d'oxygène et de glucose vont avoir deux types d'adaptation. C'est quand on se retrouve dans cette partie-là, qu'en fait, il y a une diminution de la pression de perfusion et que forcément, ça va être lié à une diminution du débit sanguin cérébral. Il y a une réserve hémodynamique quand même, ce qui va nous permettre de faire une vasodilatation. C'était le schéma qu'on a vu plus haut. On fait une vasodilatation, on diminue le temps de passage du globule. Ça lui permet en fait de capter plus de CO2 et de relarguer tout son oxygène et de sortir encore plus désaturé à la fin. Et puis en fait de relarguer le glucose, parce qu'en fait les processus pour donner du glucose au tissu cérébral sont assez longs. Donc en fait il y a une réserve hémodynamique. En faisant une vasodilatation, on a tendance à mieux utiliser le contenu. Et il y a une réserve métabolique, c'est l'augmentation de l'extraction de l'oxygène. C'est-à-dire que le neurone, lui, de son côté, va essayer de pomper de façon avide dans ce qui reste d'oxygène au niveau de l'hémoglobine. Ce qui fait qu'en fait l'hémoglobine va sortir vraiment désoxygénée à la fin. Si on descend encore plus bas, il va y avoir une pénombre ischémique, c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir un dysfonctionnement. Le neurone va arrêter de pomper dans les réserves qu'il a en face de lui. Et puis, si on continue à faire perdurer cette hypotension, cette baisse de la pression de perfusion, on va arriver en fait à l'ischémie cérébrale qui sera plus globale cette fois-ci. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs types d'adaptation à la pression de perfusion. Mettons qu'en fait on fasse varier de façon linéaire la pression de perfusion cérébrale entre 200 et puis 20 mm de mercure. Vous allez avoir en fait une altération du débit. C'est-à-dire que là, au-dessus de 150, il y a une perfusion fluoride et avec une cascade excitotoxique qu'il vaut mieux éviter. Ça, c'est la physiologie où en fait il y a l'autorégulation cérébrale. En dessous d'un cut-off, alors c'est une pression de perfusion de 70, c'est-à-dire en fait une pression artérielle moyenne de 50, si on dit que en fait dans l'enceinte cérébrale d'un individu sain, il existe entre 15 et 20 mm de mercure au niveau de la pique, et ben en fait en dessous de 70, on va avoir une relation linéaire où on diminue le débit sanguin cérébral. Il va y avoir une
une phase initiale où il y a une adaptation métabolique et de vasodilatation. Mais au-delà de cette phase, il va y avoir une diminution de la consommation en oxygène. Diminution de la consommation en oxygène qui va être en fait due au fait que dans cette phase d'adaptation transitoire où on augmente l'extraction, cette fois-ci, il n'y a pas d'extraction là, puisqu'en fait on a ce qu'il faut au niveau du débit d'oxygène et de glucose. À ce niveau-là, en fait, quand on commence à avoir une baisse du débit sanguin cérébral, il y a une phase où l'extraction augmente. Et puis, à un moment, on arrive au maximum de l'extraction et c'est là où la consommation en oxygène commence à baisser. Ça définit en fait 4 zones où la zone A, c'est l'autorégulation, la zone B, c'est la réserve métabolique, la zone C, c'est la perfusion de misère et la zone D, c'est l'ischémie cérébrale. Et avec en fait le monitoring cérébral, on va pouvoir faire la différence entre ces différentes zones. Et c'est tout l'intérêt en fait d'un monitoring multimodal de l'encéphale dans les pratiques qu'on a au bloc ou en réanimation. On va aller assez vite sur l'ischémie cérébrale, les effets sur les composantes de l'unité neurovasculaire. Alors l'unité neurovasculaire, c'est le neurone, les cellules endothéliales, les nerfs périvasculaires et les astrocytes. Vous vous rappelez de la navette astrocyte-neurone au niveau lactate. Alors en fait, l'effet sur le neurone. Il y a une faillite énergétique. Alors c'est le mécanisme de lésion là. On attaque le mécanisme de lésion. Il y a une faillite énergétique, donc il y a un arrêt des pompes NACA-ATPase. Il y a une entrée de sodium et de calcium à l'intérieur de la cellule, ce qui fait qu'en fait il y a un œdème cytotoxique. Et c'est le point de départ en fait de la lésion cellulaire. Au niveau de l'EEG, on n'a plus d'activité électrique cérébrale. Il y a une dépolarisation avec libération de glutamate. Et en fait, on voit apparaître un deuxième un composant à côté du lactate qui est hyper important dans la lésion cérébrale. C'est le glutamate qui est un neuromédiateur qui va faire une excitotoxicité. Alors il y a des troubles fonctionnels avec restitution ad integrum si en fait il y a reperfusion tout de suite après. Parce qu'en fait, il va y avoir une régénération et un inversement du process. Ou si ça perdure, en fait, il y a carrément une nécrose tissulaire qui est due notamment en fait, à l'entrée d'ions calcium et l'œdème cytotoxique dans la cellule. Alors, il y a une réaction inflammatoire secondaire. Une fois qu'on appuie sur le bouton, de toute façon, c'est la cascade des médiateurs inflammatoires. Et puis, il y a surtout le déclenchement de l'apoptose qui va venir compliquer en fait, l'ensemble de l'effet sur le neurone. Et notamment, en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise l'hypothermie dans la circulation extracorporelle? C'est que, en fait, quand on fait une lésion cellulaire, on peut regarder le taux de glutamate à l'intérieur du cerveau, puisqu'il est proportionnel au degré de lésion cellulaire. Et vous voyez qu'en fait, ça c'est l'effet du refroidissement du foyer d'infarctus sur le taux du glutamate libéré. À 36 degrés, en fait, vous voyez qu'il y a une libération de glutamate qui est quand même assez importante et qu'on perd complètement quand on attaque 33 ou 30 degrés. Et ça a été en fait, cet effet il est proportionnel aussi sur les autres neuromédiateurs excitateurs comme la dopamine, mais c'est ce qui a été en fait la base de réflexion de l'hypothermie neuroprotectrice après les arrêts cardio-respiratoires que vous avez dû sûrement voir un certain nombre de fois en fait en réanimation adulte ou que les pédiatres utilisent pour tout ce qui est en fait anoxie cérébrale périnatale pour essayer de protéger l'encéphale. Alors en fait, quand on regarde ce que ça donne au niveau dans le temps, alors vous avez une échelle de temps en bas, et puis vous avez en fait des potentiels, alors le potassium, le calcium, le sodium, le chlore et le pH. Vous avez une ischémie cérébrale locale, vous avez une diminution du pH, qui est en fait linéaire. Plus l'ischémie perdure, plus c'est linéaire. Après, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une augmentation oui, c'est ça. Après une minute d'ischémie, il y a un espèce de renversement entre la physiologie normale et la physiologie d'œdème cytotoxique. C'est qu'il y a une fuite de potassium de la cellule et il y a une entrée de calcium et de sodium qui rentrent massivement dans la cellule, ce qui fait qu'il y a une modification
du potentiel de membrane, qui est en fait le signe qu'on arrive à une lésion qui est irréversible. Alors, c'est médié par le récepteur glutamate, qui est en fait qui est schématisé sur cette animation. C'est-à-dire que le glutamate, qui est en gros rond rouge là-haut, va aller activer les canaux. Il y a entrée de sodium et de calcium dans la cellule, et par en fait des médiations en fait en cascade, ce qui fait que après cette cascade excitotoxique et l'entrée de calcium massivement dans la cellule médiée par le glutamate, et ben on a un potentiel de membrane à l'extérieur de la cellule qui est positif. Et puis on enclenche le bouton de l'œdème cytotoxique. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est que alors c'est pas uniquement localisé au niveau du neurone qui a été lésé. Le problème, ça serait trop beau. C'est qu'en fait, ce glutamate en fait, peut être du fait d'une ischémie sortie de la cellule présynaptique dans la terminaison, et en fait médier l'apoptose et puis la nécrose cellulaire dans le neurone postsynaptique. Donc en fait, c'est un phénomène qui est amplifié. Ce qui fait que c'est toujours mieux d'éviter la lésion cellulaire que de lutter une fois qu'on a appuyé sur le bouton et que la lésion cellulaire a été enclenchée. Ça, c'était au niveau des neurones. Au niveau de l'endothélium vasculaire, il y a plusieurs trucs. Il y a une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Il y a une cascade d'activation de médiateurs qui sont pro-inflammatoires et qui vont en fait faire qu'il va y avoir un chimiotactisme, il va y avoir une vasodilatation, une stase locale, une adhérence des plaquettes, une leucodiapédèse avec en fait une infiltration dans les tissus des leucocytes, et la production d'endothéline dans d'autres domaines pour faire une vasoconstriction. Donc en fait il y a une vasodilatation en amont, une vasoconstriction en aval. Ce qui fait qu'en fait tout ça va aboutir à un état inflammatoire avec agrégation plaquettaire et adhésion leucocytaire, et donc une aggravation de l'ischémie, puisqu'en fait il y a une occlusion du vaisseau. Bon, ça, enfin, vous connaissez la leucodiapédèse, et puis le fait qu'à un moment ou à un autre, le leucocyte quitte la lumière du vaisseau, se fixe sur l'endothélium, et puis finalement migre sous l'endothélium pour faire en fait un site d'inflammation. Voilà. L'effet sur les astrocytes. Alors les astrocytes, c'est le shuttle là dont on a parlé. Ils ont en fait les astrocytes ont un effet qui est globalement protecteur sur l'ischémie et la lésion neuronale, avec une hyperproduction d'adénosine ou production d'acide lactique qui permet en fait de donner quand même du substrat aux neurones pour qu'ils fonctionnent sans oxygène. Il permet aussi de faire une recapture du glutamate, en fait le médiateur excitotoxique qui va en fait appuyer sur le bouton de la cytotoxicité. Et il permet de faire un transfert des lactates vers le neurone. Mais en fait, il y a une sensibilité des astrocytes à l'acidose locale qui est produite, et notamment lors du dysfonctionnement du neurone par l'ischémie. Et puis il y a un phénomène de dépression envahissante, en fait, des astrocytes les uns par rapport aux autres, qui sont en fait qui communiquent les uns par rapport aux autres, avec une espèce de pénombre ischémique qui va s'étendre de proche en proche entre les astrocytes. Les nerfs périvasculaires, qui sont au niveau des artères cérébrales, pas au niveau de la barrière hémato-encéphalique, mais des artères cérébrales qui sont initiales, sont relativement peu sensibles en fait à l'ischémie, ce qui est plutôt un bien, et une bonne résistance à l'ischémie cérébrale. Alors après, il y a les ischémies cérébrales focales et les ischémies cérébrales diffuses. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser, nous, pour notre prise en charge des cardiopathies congénitales? C'est les mécanismes des ischémies cérébrales focales, c'est hémodynamique, embolique, thrombose veineuse, et à moindre échelle, en fait, les hémorragies, comme les hémorragies intraventriculaires ou les hémorragies intraparenchymateuses, qui vont comprimer en fait les réseaux de perfusion distaux. Alors hémodynamique, c'est tout ce qui est thrombose,
bas débit systémique ou clampage des troncs artériels qu'on peut voir en fait dans la circulation extracorporelle. Embolique, c'est toute embolique, c'est surtout gazeuse, graisseuse, corps étranger, et en fait la CEC est très pourvoyeuse de ce genre de choses. Cardiaque, carotidienne ou aortique, les thromboses veineuses qui sont en fait les veines superficielles ou le sinus veineux, et il y a aussi, oui, enfin focal, ça s'arrête là. Alors, dans l'ischémie focale, il y a l'accident ischémique transitoire, c'est l'ischémie focale de souffrance. C'est un accident transitoire d'une durée inférieure à 24 heures. On peut avoir différents troubles selon le territoire vasculaire touché, mais c'est des troubles en fait qui sont en fait très localisés, qui ne sont pas systématisés et qui sont localisés à une fonction. C'est pas localisé à un territoire vasculaire ou un territoire vasculaire qui est très distal. Si la durée de l'occlusion artérielle est durable, les neurones sont détruits, c'est l'accident ischémique constitué. Précocement, les signes neurologiques sont massifs, systématisés selon le territoire vasculaire touché, il n'y a pas de coma d'emblée, et il y a un risque d'aggravation secondaire, et notamment, en fait, on n'insistera jamais assez sur le risque de transformation hémorragique ou d'œdème cérébral, qui est dû, en fait, aux thérapeutiques qu'on utilise dans le cadre de la prise en charge des cardiopathies congénitales, et donc en fait on joue quand même énormément avec les procoagulants et les anticoagulants. Et en fait après une CEC il y a une dysfonction plaquettaire, donc en fait tout ça mis bout à bout fait qu'on a toutes les conditions possibles et imaginables pour promouvoir en fait la lésion cérébrale. Alors, on en arrive à parler de la pénombre ischémique. Pourquoi c'est important? C'est que en fait, bon, ok, on risque de faire non, on va faire, parce qu'en fait les publications internationales de tous bords font état de lésions cérébrales, quels que soient en fait les protocoles ou quelle que soit la façon de gérer la circulation extracorporelle ou la réparation, il y a des lésions cérébrales. Le tout, c'est de les minimiser et de les tenir au plus bas niveau possible. Donc en fait, il y a des procédures pour sécuriser la CEC, il y a des procédures pour sécuriser la trioceptostomie, il y a des procédures pour, etc., etc. On peut tout optimiser, mais on arrivera toujours à un seuil un seuil incompressible de lésion. Après, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que la lésion est faite, il faut absolument penser au fait qu'il ne faut pas qu'elle s'aggrave. Et c'est le principe de zone de pénombre ischémique. C'est la zone dont la perfusion artérielle est compromise entre le seuil d'altération fonctionnelle et le seuil de nécrose neuronale. C'est un phénomène dynamique qu'on rencontre durant l'évolution subaiguë d'un infarctus cérébral focal, lors de la thrombose d'un gros tronc artériel ou alors en fait d'une embolie. Et la zone de pénombre est la cible de toutes les thérapeutiques et du monitoring visant à la reperfusion. Alors on le visualise comment? Eh bien, mettons qu'en fait le bleu sombre, c'est la nécrose tissulaire. On a fait une lésion, on a fait tout ce qu'on a pu, mais en fait on a fait une lésion parce qu'il y a eu un embol parce qu'on était sur la voie gauche et qu'en réparant, il y a eu une coagulation sur une valve, il n'y avait pas un niveau suffisant d'anticoagulation et que c'est parti dans le cerveau. Autour, il y a un œdème. C'est un œdème qui va perturber la perfusion de la circulation terminale des neurones. Donc en fait, c'est une pénombre ischémique. Au-delà, il y a une oligomélie bénigne et au-delà, il y a la perfusion normale. Alors, dans la pénombre ischémique, en fait, ce qu'on va trouver, c'est des anomalies de perfusion qu'on retrouve à l'IRM. C'est de la sidération neuronale et c'est de l'ischémie qui est réversible. Dans le centre foncé, c'est une anomalie de diffusion. C'est pour ça qu'en fait l'anomalie, les imageries de diffusion en IRM sont très pertinentes au niveau en fait de la cartographie pré- ou post-opératoire des foyers ischémiques constitués à un stade très précoce. C'est-à-dire on ne comprend pas un état, on fait une IRM de diffusion, on voit tout de suite en fait là où il y a eu des problèmes de perfusion qui sont en fait une nécrose tissulaire constituée. C'est un œdème cytotoxique et c'est une ischémie qui est irréversible. Mais on est bien d'accord que en fait, l'IRM n'est pas un moyen de monitoring. Hein. Je le fais de toute façon, je le brosse très rapidement, mais en fait, c'est pas là-dessus qu'on va se baser. Donc en fait, on est à la phase aiguë. Selon notre prise en charge, eh ben, on va pouvoir récupérer en fait cette pénombre ischémique ou pas. C'est-à-dire que ça, on a été fatigué et en fait, on n'a rien fait. On n'a pas été trop agressif au niveau de la réanimation et on s'est focalisé sur le cœur.
ça, on s'est focalisé sur le cœur et le cerveau, et en fait on a fait une réanimation agressive en prenant en compte en fait les susceptibilités individuelles du cerveau, et en faisant en sorte que la perfusion et la délivrance et les molécules anti-œdème soient données pour faire en sorte que la pénombre ischémique soit reperfusée et qu'il n'y ait pas de séquelles. Bon, ça c'est la zone de pénombre, mais c'est des imageries fonctionnelles. La reperfusion cérébrale. Alors le problème de la reperfusion cérébrale, c'est que en fait c'est bien, mais c'est pas bien. C'est que en gros, si vous voyez qu'en fait dans cette cascade entre la reperfusion, il y a un certain nombre de régulations, contre-régulations, syndrome inflammatoire, vasoréactivité, etc., qui fait qu'il y a une vasoconstriction, une ischémie neuronale, une réaction inflammatoire avec radicaux libres oxygénés et une lésion tissulaire qui est secondaire à la reperfusion, dont en fait on refait une mort neuronale. Et notamment, en fait, cette reperfusion, c'est pourquoi quand on drive une circulation extracorporelle, ce qui est très important de regarder aussi, c'est la PO2 max qu'on a infligée, notamment lors du déclampage et du retour en circulation de l'assistance. Parce qu'en fait, c'est là où on a les radicaux libres oxygénés qui vont être les plus vulnérants pour le système nerveux central. Le système nerveux central vient de récupérer d'une hypoperfusion relative. Il y a certains endroits où on est à peu près sûr qu'il y a une hypoperfusion. C'est notamment les précarés, la fin des réseaux anastomotiques comme on l'a vu tout à l'heure. Et si on lui balance un énorme en disant « Ah, t'as vu comme il est saturé mon patient ?» Ouais, mais non. En fait, c'est là où on s'aperçoit que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut savoir raison garder et rester dans les variables physiologiques. Donc en fait, une pression tissulaire ou une pression artérielle en oxygène à 400 ou 500, c'est à bannir. Il faut rester dans les zones de 150 mm de mercure. Ou s'adapter au mieux en fait à la physiologie antérieure du patient. Donc ça c'est en fait l'évolution dans le temps des différentes agressions cérébrales. Mettons qu'on ait fait une circulation extracorporelle là, à l'axe l'impact sur les tissus cérébrales. On va avoir en fait dans les minutes une excitotoxicité conformément à ce que je vous ai décrit au-dessus. Après en fait, dans les heures qui suivent, un stress oxydatif. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut avoir une utilisation raisonnée de l'oxygène. Dans les jours qui vont suivre, l'inflammation, et puis en fait, au-delà d'une semaine, ça sera plutôt l'apoptose, et donc en fait la mort cellulaire, mais qui sera induite par la lésion initiale. Donc en fait, vous voyez que c'est un processus qui est dynamique. Alors là, je ne sais pas si... Il n'y a pas de son là-dessus? Si. Alors on va essayer de le mettre à fond. Parce qu'il y a un petit commentaire. Ça, c'est en fait, c'est assez beau. C'est vieux, mais c'est assez beau. C'est une vidéomicroscopie avec la fluorescéine de globules rouges dans le tissu cérébral. « 20 secondes. En condition d'ischémie cérébrale globale transitoire, c'est-à-dire lorsque l'on interrompt pour quelque temps seulement la circulation sanguine du cerveau, il se produit dans un premier temps le ralentissement, puis l'arrêt des globules rouges dans les vaisseaux. Les neurones ne sont donc plus alimentés en oxygène et en glucose. Quand 20 secondes plus tard, la circulation sanguine est rétablie, on constate une dilatation immédiate des artérioles. Dans les capillaires, instantanément, la vitesse des globules est accélérée. À plus fort grossissement, on retrouve les mêmes phénomènes. Lorsqu'on rétablit l'apport sanguin, l'artériole se dilate immédiatement, ce qui témoigne du bon fonctionnement des cellules qui composent le vaisseau. Le flux accru des globules dans les capillaires montre bien qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur circulation. Les neurones retrouvent donc rapidement une activité.
Donc ça c'était 20 secondes. Mais alors maintenant pour 15 minutes. Ce qui est largement en dessous d'un clampage. Hein. Sur ce modèle, lorsque l'on interrompt la circulation sanguine pendant 15 minutes, il persiste un flux très lent dans les artérioles. Il n'y a quasiment plus de circulation capillaire. Le sang devient extrêmement visqueux au niveau veineux. Après les 15 minutes d'ischémie, quand on rétablit la circulation sanguine, le flux est immédiatement rapide dans les artérioles, mais il ne se produit pas de vasodilatation. Les artérioles ayant elles aussi souffert des conditions de... C'est à gauche, hein, les artérioles. n'ont plus la capacité de se dilater. Les veines sont à droite. Dans les vénules, la recirculation est irrégulière, au point que dans certaines d'entre elles, le sang ne passe pas. On assiste peu à peu, comme ici au centre de l'écran, à la levée des obstructions veineuses. D'autre part, pendant l'ischémie, une faible quantité de fluorescéine a traversé en certains endroits de la paroi à gauche, là, vous voyez autour de l'artère. répandue à l'extérieur du vaisseau. L'artériole est donc devenue faiblement perméable aux traceurs fluorescents. C'est seulement quelques minutes après la fin de l'ischémie que les artérioles se dilatent et que le flux tissulaire se rétablit. La fluorescéine, quant à elle, disparaît des tissus. Le vaisseau est redevenu imperméable, ce qui indique que l'endothélium, ces cellules qui tapissent l'intérieur du vaisseau, a retrouvé sa capacité fonctionnelle de barrière. Une autre conséquence de l'ischémie est d'entraîner parfois la formation de caillots, des thrombus sanguins qui vont circuler dans les artérioles en créant des turbulences. Vous avez vu la veine à droite là qui a du mal à se... Ah, ça y est, toc. Donc ça parle bien au niveau de l'œdème qui est périvasculaire en fait après une ischémie, les thrombies, et puis en fait les anomalies de perfusion quand on diminue la perfusion au niveau du tissu. Alors tout ça a amené à faire de la recherche sur comment est-ce que c'était possible de préparer le tissu cérébral. Il y a eu quelques articles qui sont sortis dans la littérature où en fait le préconditionnement ischémique sur l'ischémie cérébrale avait des effets bénéfiques. Alors préconditionnement, qu'est-ce qui a été le modèle de ça? C'est l'observation chez l'homme, l'ischémie cérébrale est plus grave chez le sujet jeune que chez le sujet âgé. Notamment on voit plus d'infarctus malin avec des craniectomies. Pourquoi? C'est qu'en fait les AIT seraient considérés comme un préconditionnement chez l'homme. Alors ce qu'on a fait et ce qui a été publié dans la littérature, c'est pour préconditionner un cerveau avant la circulation extracorporelle, c'est de mettre un brassard, attention sur un bras, sur un membre, et de faire une ischémie transitoire sur le membre et relâcher en fait relâcher la pression pour refaire circuler le sang qui reviendrait de ce membre. En fait, il y a aussi une cytolyse dans le membre, mais il y a toutes les cytokines qui sont libérées à ce moment-là, en fait, ont une médiation sur le cerveau qui va, lui, se mettre dans un mode de défense et qui va, en fait, essayer d'optimiser ou du moins de faire une autorégulation cérébrale beaucoup plus optimisée pour, en fait, diminuer les lésions qui risquent d'arriver. C'est ce qui a été, en fait, avancé dans les papiers. Le no-reflow phénoménon, en fait, c'est que, en règle générale, un vaisseau artériel occlus se reperméabilise dans les 48 heures. Ça n'a pas d'intérêt pour la zone centrale de l'infarctus, mais en fait, ça en a pour la zone de pénombre ischémique. La perfusion est plutôt un phénomène nocif, parce qu'il y a transformation hémorragique, induction d'espèces réactives oxygénées, en fait, inflammation, cytotoxicité, etc. Parfois, le vaisseau reste occlus avec les thrombus, comme on l'a vu sur la vidéo, c'est le no-reflow phénoménon.
Et en fait, les facteurs participants à ce facteur-là, c'est l'œdème local compressif, la vasoconstriction locale, la migration de thrombie, l'agrégation plaquettaire, l'adhésion de leucocytes, la perte de NO-synthétase au niveau des cellules endothéliales, et puis en fait tous les facteurs vasoconstricteurs qui sont libérés par notamment en fait la plaquette et en fait l'inflammation locale. Et ça, les conditions locales ou les conditions de chaque patient en fait varient et on a une susceptibilité qui est complètement différente de l'un à l'autre. L'ischémie cérébrale globale, et en fait, l'anoxie cérébrale peut résulter de différentes causes. Anoxémique, c'est en fait on a un problème au niveau du filtre de l'ACEC et en fait on balance l'ACEC balance en fait un sang qui est désaturé. Ça arrive relativement peu puisqu'en fait on a des capteurs pour ça. L'anoxie anémique, c'est quand le taux le pouvoir oxyphorique descend très très bas. Ça pareil, en fait on a des recommandations pour driver la CEC qui font qu'on n'arrivera jamais à une anoxie anémique. L'anoxie ischémique, c'est par arrêt circulatoire avec PO2 et taux d'hémoglobine normaux. C'est quand en fait on a arrêt du débit, on a un problème de canule, etc. Et après il y a l'anoxie histotoxique, c'est par en fait tout ce qui est cascade de cytotoxicité qui s'ensuit. Donc en fait les principales causes d'anoxie ischémique cérébrale, c'est l'arrêt cardiaque ou les problèmes de CEC, les troubles du rythme cardiaque, la fibrillation ventriculaire et les différentes étiologies. Ça c'est plutôt pour le post-opératoire. Les états de choc et les collapsus circulatoires, notamment les hémorragies, parce que tout le monde a pris en charge des post-op de chirurgie cardiaque avec des saignements actifs qui étaient difficiles d'endiguer et qui faisaient qu'il y avait un problème de perfusion générale et donc en fait de perfusion cérébrale, les embolies pulmonaires massives, la suffocation et les paralysies des muscles respiratoires ou d'origine périphérique ou centrale, que ce soit par lésion du tronc cérébral ou par neuropathie périphérique. J'insiste sur l'état de choc et de collapsus circulatoire parce que c'est quand même en fait une des grandes causes de morbimortalité en post-opératoire. Quand en fait on a un problème de découplage entre le contenant et le contenu, notamment en fait quand on suit le syndrome hémorragique mais qu'on reste un peu hypovolémique, et une hypovolémie avec une diminution du débit cardiaque systémique sur un cerveau qui est déjà en fait lésé va avoir tendance à aggraver les lésions qui sont préexistantes. Ça c'est ce qu'on pourrait, enfin on va passer vite parce que c'est ce qu'on a au réveil. Mais là c'est beaucoup plus intéressant. C'est souvent en fait quand on a une ischémie globale de l'encéphale chez un enfant, on retrouve toujours en fait les mêmes, il y a des grandes classes de choses qu'on retrouve, et notamment en fait la lésion de la substance blanche périventriculaire, les lésions du cortex occipital, etc., etc. Et en fait, ce sont des territoires qui sont moins bien perfusés parce que c'est les territoires qui se trouvent généralement dans les territoires jonctionnels des derniers prés. Alors ça s'explique comment? C'est les territoires jonctionnels, c'est-à-dire que forcément quand vous avez une grosse artère qui perfuse, les territoires qui sont vraiment au niveau de la racine de l'artère sont bien perfusés, mais les derniers en fait on a les derniers territoires, les derniers prés sont un peu moins bien perfusés, ou du moins il y a une résistance qui est plus grande, et donc en fait la présence de perfusion de ces territoires distaux est moins importante. Si on ajoute une résistance au niveau de la perfusion ou une diminution du débit initial, qu'est-ce qui va se passer? C'est que forcément ce sont les derniers prés qui vont souffrir les premiers. C'est-à-dire qu'en fait les lésions qu'on va voir arriver, ça va être généralement des lésions qui sont situées au niveau des derniers prés de perfusion ou des territoires jonctionnels. Et c'est pour ça qu'en fait on a tendance lors des ischémies cérébrales globales à avoir toujours le même genre de lésions de la substance blanche ou de certains sites au niveau du cerveau qui sont beaucoup plus sensibles.
Diront une ischémie cérébrale durable, c'est-à-dire un no-flow de plus de 10 minutes, qui peut être un peu plus long si en fait on fait de l'hypothermie en circulation extracorporelle. On a des lésions encéphaliques qui sont irréversibles. Ça se traduit généralement par un état comateux de durée variable. Alors ça c'est quand c'est une prise en charge extra-hospitalière, mais quand en fait c'est au niveau de la réanimation après une chirurgie cardiaque pédiatrique, ben en fait il y a un facteur confondant, c'est la sédation, savoir combien, on l'a mis sous sédation durant la CEC, on l'a mis sous sédation après la CEC, on a levé la sédation, mais en fait il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas forcément super bien, c'est la pharmacocinétique et la pharmacodynamie chez l'enfant. Donc en fait il y a une difficulté d'interprétation sur l'état comateux. Le pronostic est fonction de la durée de l'arrêt circulatoire, ça c'est évident, et la reprise de la circulation sanguine va générer des effets délétères spécifiques. Les différentes manifestations cliniques de la souffrance du système nerveux central sont regroupées sous la dénomination de encéphalopathie post-anoxique. Alors l'écueil en plus en pédiatrie, c'est que généralement ça arrive sur un encéphale qui est immature et qu'en fait les possibilités de testing clinique sont assez limitées plus en fait on se déplace vers le jour de la naissance. Plus en fait on retrouve une physiologie adulte et plus c'est simple, mais en fait généralement quand on prend des cardiopathies congénitales complexes à J0, J10 de vie, et ben en fait on va avoir du mal à pouvoir diagnostiquer ou du moins interpréter l'encéphalopathie post-anoxique. Il y a 3 phénomènes successifs qu'on a vus, c'est l'ischémie cérébrale initiale globale, le syndrome délétère de reperfusion et puis l'apoptose. Qui se concatènent en fait dans les minutes et les semaines entre le no-flow dans les premières minutes, l'atteinte neurologique ischémique lésionnelle dans les premières heures, les lésions supplémentaires dues à la reperfusion dans les jours qui suivent, et puis les lésions fixées, évolutives ou retardées dues à l'apoptose dans les semaines qui suivent. Donc cette reperfusion, entre les leucocytes, les plaquettes, l'inflammation, le stress oxydatif, les troubles vasomoteurs, l'œdème, on arrive en fait à un effet sur les cellules endothéliales et sur les neurones et à une mort cellulaire qui va en fait compliquer la lésion initiale. Bon, l'apoptose on s'en fout. L'expression clinique des encéphalopathies anoxo-ischémiques, et ben c'est ce que je disais, c'est que le problème c'est que ça a été publié et ça a été décrit chez l'adulte, dont on connaît en fait les fonctions neurologiques, la neuropsychologie, mais alors chez l'enfant qui est à J0 de vie, le problème c'est que il a un encéphale qui est complètement immature et que le testing neurologique est vraiment très très difficile, d'autant plus que généralement il est arrimé par des drains, des sondes, des cathés, des voies centrales, etc. et qu'on ne peut pas trop le mobiliser si il n'a pas d'assistance circulatoire. Donc c'est vraiment extrêmement difficile au niveau clinique de se baser sur des arguments en facteur de l'encéphalopathie anoxo-ischémique. C'est pour ça qu'on va basculer dans la deuxième partie du topo sur un monitoring qui nous permet d'aller au-delà de cet écueil clinique. Bon, ça c'est OK. Alors, de manière générale, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on a une anoxie, c'est l'atteinte fonctionnelle, on a une atteinte lésionnelle retardée et une phase de séquelles. L'atteinte fonctionnelle, en fait, de l'anoxie, on va aller au décès ou au réveil. Ça, de toute façon, c'est assez binaire. L'évolution lésionnelle, c'est le réveil, l'état de mal épileptique ou l'état neurologique végétatif. L'état neurologique végétatif étant un état de non-réponse, je ne sais pas si tout le monde connaît en fait cet état, c'est un état où on a l'impression qu'il y a des automatismes à des degrés divers, mais il n'y a absolument aucune vie de relation avec l'extérieur. L'état de mal épileptique, il faut vraiment insister dessus parce qu'en fait c'est quelque chose qui peut être un facteur aggravant en fait, de la lésion initiale, puisque un état de mal épileptique peut ne pas avoir de manifestation clinique. Il faut savoir le dépister et il faut savoir le traiter. Parce qu'un état de mal épileptique, de façon intrinsèque, va activer
la consommation d'oxygène, la dépolarisation de membrane, et donc en fait va encore compliquer l'état précaire de perfusion qu'il y a dans certaines zones, et notamment la pénombre ischémique. Donc si vous ne tapez pas sur l'état de mal épileptique qu'on a assez fréquemment au réveil après une circulation extracorporelle ou en fait une prise en charge lourde, et ben en fait vous allez compliquer les lésions cérébrales. On peut avoir le réveil et puis une encéphalopathie anoxo-ischémique retardée sur laquelle on ne s'étendra pas. Parce que c'est affaire de... Voilà. L'état de mal épileptique et l'encéphalopathie anoxique, elle peut survenir d'emblée, elle est due à l'excitotoxicité, notamment en fait avec le glutamate, ou après la levée de sédation. Elle fait partie du tableau de l'encéphalopathie post-anoxique. En général, les signes cliniques restent très discrets. Elle nécessite un diagnostic thérapeutique. Donc en fait on fait un diagnostic sur l'électroencéphalogramme, on injecte le dirivotril, on voit qu'il y a une normalisation des ondes cérébrales, donc en fait on a fait le diagnostic d'encéphalopathie post-anoxique avec en fait un état de mal épileptique. Mais c'est pas forcément lié à en fait un mauvais pronostic, ça peut être une phase transitoire de l'adaptation cérébrale et surtout la phase excitotoxique. Bon, l'état neurologique végétatif ça sort du cadre. L'activité EEG dans l'encéphalopathie post-anoxique, à la phase précoce hypothermie et sédation, c'est des anomalies qui sont iatrogènes, nécessitant d'être confirmées dans le temps. Parce qu'en fait, il faut savoir que si on fait une hypothermie et une sédation, ce qu'on discutait avec ce que les anesthésistes connaissent très bien, c'est qu'en fait, on fait une dépression du métabolisme cellulaire du neurone. Donc en fait, forcément, l'électroencéphalogramme sera perturbé. L'hypothermie a exactement la même fonction. Elle est moins bien tolérée, mais c'est exactement la même fonction. Donc en fait, il va falloir le faire, ou du moins utiliser l'électrophysiologie, on le verra cet après-midi, avec d'autres techniques. Le tracé brut d'électroencéphalogramme, il est plat et microvolté. Il y a des ébauches de bouffées suppressives ou burst suppression. Je ne sais pas si ça vous parle, les burst suppression. Ceux qui ont fait un peu de neuroréanimation ou qui sont intéressés à la physiologie neurologique savent très bien qu'en fait, dans toutes les encéphalopathies qui sont péjoratives, la burst suppression est un facteur, enfin, est un signe sensible et spécifique pour dépister en fait la mauvaise tolérance du tissu cérébral. C'est d'abord des ébauches de signes, puis après ils deviennent plus francs, et donc en fait, en fonction de l'évolution, eh ben, on peut faire le diagnostic d'encéphalopathie post-anoxique, surtout dans des cadres où en fait l'enfant a du mal à se réveiller après la sédation après l'arrêt de la sédation, je veux dire. Il y a des signes évolutifs qui sont péjoratifs dans cette évolution. Et ben, c'est un état de mal électrique, c'est une activité paroxystique périodique, c'est des comas alpha ou des comas θ, et la burst suppression ou alors le tracé plat aréactif. Mais j'ai vu qu'il y avait des pédiatres. Est-ce qu'il y a des réanimateurs pédiatres ici? Oui. Et en fait, vous utilisez c'est quoi? C'est là, comment s'appelle votre dispositif là que vous utilisez chez les néonataux? L'EEG d'amplitude. Ouais, c'est ça. C'est amplitude EEG. Alors, le problème, c'est que je suis pas très pour. Enfin, je suis pas très pour. Mais qu'en fait, il y a des techniques d'analyse de l'EEG qui sont beaucoup plus fiables et spécifiques que juste l'amplitude. L'amplitude, en fait, c'est l'amplitude spectrale. On y reviendra cet après-midi. C'est qu'en fait, on regarde l'EEG d'amplitude sur un très très long déroulé et on voit dans le temps comment que ça évolue. Alors certes, c'est une bonne tendance, le patient étant son propre référentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir s'il y a une aggravation du statut cérébral ou une amélioration, ou, etc., etc. Mais c'est basé sur les amplitudes. Et en fait, il y a tellement de trucs en réanimation qui agissent sur l'amplitude du signal électrique que en fait, le problème, c'est que c'est un peu noyé dans justement les contraintes dues à cette technique. Alors, combien il me reste de trucs là? Ah oui! Alors, l'ischémie cérébrale, les CEC et l'ischémie cérébrale, les problèmes spécifiques, ben, c'est qu'on va avoir tendance à utiliser par exemple l'hypothermie. Il y a moins 7% du métabolisme cérébral par degré d'hypothermie. Ça va permettre théoriquement une intervention de 30 minutes à 15 degrés.
On peut utiliser la perfusion rétrograde qui améliore le pronostic des lésions cérébrales et permet de prolonger le temps d'intervention, puisqu'en fait la perfusion rétrograde permet d'assurer un débit sanguin cérébral durant en fait, un clampage long. Il y a un effet protecteur décrit de l'érythropoïétine et du fructose. Il y a l'utilisation donc de filtres anti-leucocytes pour la cascade inflammatoire et en fait la leucodiapédèse dont on a parlé. Et il y a l'hypothermie post-ischémique modérée qui est utilisée notamment aussi en néonate pour en fait faire de la neuroprotection et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'extension de la pénombre ischémique et en fait de la zone excitotoxique à d'autres territoires du cerveau. Ça on l'a déjà vu. Alors est-ce qu'on a des thérapeutiques contre l'ischémie cérébrale focale? Alors ça on rejoint en fait la thématique de la neurovasculaire en fait de ceux qui font en fait de la réanimation neurovasculaire de l'AVC. Et ben en fait la thrombolyse c'est maintenant ça sort un peu du cadre puisqu'en fait ça sera plutôt chez l'adulte et jamais en fait dans nos thématiques. Mais grosso modo, c'est un délai inférieur à 3 heures des patients inférieurs à 80 ans. On ne fait plus de RTPA en intraveineux et on va en fait faire de la thrombolyse intra-artérielle sous contrôle au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Et le problème, c'est qu'en fait, on a forcément un risque de transformation hémorragique et qui est d'autant plus grand que en fait, on est loin dans la phase initiale de l'ischémie. On parle bien en fait de thrombolyse pour en fait un AVC ischémique dû à un embole fibrinochléorique dans un territoire vasculaire. Maintenant, ce qu'on a tendance à faire, c'est faire de la thrombectomie aussi, si on a l'équipe sur place qui est suffisamment experte. Donc en fait, l'idée c'est d'aller mettre un aspirateur à côté du thrombus. L'intérêt c'est qu'en fait, l'espèce d'aspirateur va bouffer le thrombus au fur et à mesure. Qui va permettre après une restitution du flux, puisque en fait on a fait disparaître le caillot. Et là il y a moins et là vous le voyez en temps réel en fait sur une scopie. Vous voyez qu'en fait il est en train de récupérer le caillot et on fait une angiographie post-thrombectomie et on voit qu'il y a une reperfusion en fait de la zone qui a été ischémiée. C'est toujours chez l'adulte, bien sûr. Parce que chez l'enfant en fait on a été confronté au problème 2 ou 3 fois, mais en fait les radiologues neurovasculaires ils veulent pas s'y intéresser. On a le problème inverse, c'est-à-dire qu'en fait quelquefois il y a des tumeurs, alors ça c'est un ramollissement hémorragique et en fait pas hémorragique, un ramollissement qui est plutôt ischémique en fait hémisphérique, avec en fait un œdème cytotoxique, une destruction cellulaire de tout un hémisphère. Si on ne fait pas de crâniectomie décompressive, et encore il y a une controverse là-dedans, mais il semblerait qu'en fait la crâniectomie décompressive, il faut y penser de façon très initiale, parce qu'après plus on attend et moins en fait le bénéfice est validé. Mais si on ne fait pas de crâniectomie décompressive quand on a en fait un énorme œdème de destruction cellulaire d'un hémisphère, et ben en fait on va avoir une souffrance de l'ensemble du tissu cérébral qui est adjacent, puisqu'en fait forcément c'est une enceinte non extensible et donc en fait il n'y a plus de perfusion du tout des tissus qui est fonctionnel autour. Les thérapeutiques alors ça c'est les thérapeutiques de l'ischémie cérébrale globale. C'est les principes généraux, hein. Ça, je ne vais pas refaire la réanimation sur une diapositive, puisqu'en fait vous baignez tous dans ce genre de situation, mais c'est lutter contre l'excitotoxicité, c'est lutter contre les radicaux libres avec des antioxydants, lutter contre l'inflammation, mais en fait les publications ont fait état de l'échec des corticoïdes dans cette indication, lutter contre l'ischémie secondaire. Donc c'est maintenir une fonction d'anticoagulation, ou du moins de ne pas basculer dans un état d'hypercoagulabilité, et lutter contre les axos, c'est-à-dire en fait les facteurs systémiques d'aggravation secondaire, et notamment en fait on n'insistera jamais assez sur l'hyperglycémie ou les dysglycémies, parce que l'hypoglycémie est aussi délétère au niveau de la lésion cérébrale.
Et ben voilà, on a fait le tour de la première phase. C'était un peu dense, je m'en excuse. Mais pour faire, vous l'aurez compris, je suis assez intéressé par le sujet. J'ai voulu faire rentrer beaucoup de choses dans le premier topo. Est-ce que vous auriez des questions? En pratique, qu'est-ce que vous appliquez sur votre dernière slide? C'est-à-dire sur la réanimation neuro. Et voilà, chaque réveil pathologique post-CEC, vous le mettez au niveau thermique, vous lui mettez de la vitamine C. Alors c'est un peu problématique à Toulouse parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Mais quand je faisais de la neuro-réanimation, il ne faut pas aller chercher des trucs très compliqués qui sont un peu en marge des thérapeutiques. Il y a des choses qui sont très très simples et qui font en sorte que, en fait, on ne greffe pas le devenir neurologique des enfants ou des adultes qu'on prend en charge. C'est ne serait-ce qu'être intraitable sur la pression de perfusion. Donc en fait, si on a des signes d'hypertension intracrânienne, parce qu'en fait on a eu une ischémie globale et que en fait on a des sutures qui sont fermées, on n'hésite pas 10 fois par jour à faire des Doppler transcrâniens. Si en fait on n'y arrive pas et si c'est trop instable, eh ben on n'hésite pas à mettre un capteur intracrânien, parce qu'en fait il faut faire de la réanimation sur des cibles. On optimise la pression de perfusion cérébrale et c'est le premier facteur. En dessous de ce premier facteur, c'est la réactivité au CO2 et à l'oxygène. L'oxygène va faire une vasoconstriction, le CO2 va faire une vasodilatation. Et en fait, on va avoir une augmentation de la pression intracrânienne qui va être proportionnelle à l'hypercapnie. Donc en fait, une régulation de son respirateur plusieurs fois par heure pour adapter en fait à la pression artérielle ou en CO2 ou en oxygène, c'est absolument indispensable. Après, en fait, il y a plein d'autres trucs. C'est qu'il faut être en proclive. Il faut que l'anatrémie soit en 140, 145. Il faut que l'hématocrit soit au-dessus de 10, parce qu'en fait, ça favorise le pouvoir oxyphorique. Mais il ne faut pas qu'elle soit il faut pas qu'elle soit au-dessus de 15, parce qu'il y a une idée d'hématocrit et de rhéologie et de résistance dans les capillaires. Il faut que la glycémie soit strictement corrigée, et en fait, plus la glycémie est strictement corrigée, et moins on a de cytotoxicité secondaire, etc., etc. Et il faut qu'en fait on ait la tête dans l'axe. Il ne faut pas qu'on ait de lit pour maintenir la sonde d'intubation qui comprime les golfes jugulaires, etc., etc. Donc en fait ça nécessite avant tout de prendre en charge des axos, de faire attention aux apports et à la réhydratation qu'on leur donne, parce qu'en fait si on a des objectifs de natrémie à 140-145, et ben en fait ça va dépendre de ce qu'on leur donne. Il ne faut pas hésiter à utiliser le mannitol de temps en temps, en fait, si on voit que les index de perfusion ou la vélocité diminue. Il faut pas tout ce qui peut en fait comprimer ou gêner le retour jugulaire doit être banni. Alors en fait le problème c'est que nous forcément on est dans des chirurgies thoraciques, donc il faut systématiquement reprendre l'équation de la pression de perfusion cérébrale et puis essayer de voir chaque facteur pour savoir comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Il n'y a que comme ça qu'en fait on arrive à avoir des bons outcomes, et en fait c'est pas magique, c'est-à-dire en fait on ne va pas rajouter des antioxydants, des anti-agrégants, des trucs comme ça. Il faut vraiment faire une réanimation fondée sur des cibles et en fait qu'elle soit absolument irréprochable. Et votre cible c'est la PTIO2, c'est la... Qu'est-ce que vous utilisez comme capteur chez les... Bah, si je dis tout, il n'y aura plus rien cet après-midi. Je voulais faire le teasing, là, comme ça, en fait, vous serez intéressé par ce qu'il y a après. Ce que j'utilise personnellement, ou ce que, en fait, l'ensemble des réanimateurs... Alors moi, en fait, chez l'enfant, de toute façon, il faut très vite faire le ménage. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut qu'on trouve des moyens qui soient fiables, dynamiques, non invasifs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie. C'est-à-dire en fait la pression au niveau du golfe jugulaire avec en fait une fibre optique, on oublie. La PTIO2, on oublie parce qu'en fait c'est gigantesque. En fait ça fait un truc qui est monstrueux. La microdialyse, on oublie, etc., etc. Donc en fait moi je me base sur des trucs très très simples. C'est NIRS avant tout, Doppler transcrânien que je fais même au bloc pendant la circulation extracorporelle, et puis électroencéphalogramme avec la bande spectrale compressée dont je vous parlerai cet après-midi. Et avec ça,
on a à peu près tout l'encéphale. Alors il faut savoir que chacune des techniques utilisées a un effet, ou du moins une cible. Alors l'intérêt de la NIRS, ce que je vois à l'intérêt de la NIRS, c'est que